Bonjour. Aujourd'hui, l'Université populaire et les amis du monde diplomatique de Sciences Po vous ont invité Pierre Dardot à venir faire une conférence qui parlera en particulier de son dernier livre. J'ai oublié le titre. Instituer les mondes. Instituer les mondes. Il y a quelques années, oui, c'est vrai. Pierre Dardot et son complice, Christian Laval, ont écrit un livre qui s'appelle « Ce cauchemar qui n'en finit pas ». Et en fait, ça continue. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? La chance avec Pierre Dardot et Christian Laval, c'est que ça fait de nombreuses années qu'ils se posent cette question, qu'ils travaillent sur qu'est-ce qui fait que nous vivons dans un monde où il y a toutes ces horreurs et quelle alternative nous pouvons trouver à cette situation. Et pour ça, il y a quelques années, ils ont sorti un livre commun qui a eu quand même beaucoup de résonance, qui était déjà une première façon de répondre. Et récemment, ils ont sorti ce gros livre. Voilà, très très gros. Et vous ne le lirez pas tous, mais moi je vous conseille quand même de le lire, il se lit bien. Et si jamais vous ne le lisez pas, grâce au fait que vous êtes là ce soir, vous en aurez les meilleures feuilles. Je ne vais pas en dire plus. Pierre, à toi. Ah oui, excusez-moi, je n'ai pas dit tout ce que je devais dire. Vous rappelez que l'Université populaire, c'est une association démocratique qui vit en interrogeant, en étant intéressée par savoir ce que pense l'ensemble des gens qui viennent à nos conférences. Et on fait une assemblée générale à laquelle vous pourrez participer et qui vous permettra éventuellement de dire aussi quelles sont les thématiques qui vous intéressent, sur quoi vous aimeriez qu'on intervienne, etc. Ça se passe le jeudi 5 février à 18h30 à la Maréchale, la maison de quartier La Maréchale. Et venez aussi nombreux que vous pouvez, on sera heureux de vous recevoir. Voilà. Ah oui, et non, j'ai encore oublié de vous dire que le lundi 2 février, vous aurez une conférence débat passionnante sur Darwin et le darwinisme social. Voilà. Le titre, c'est « Instituer les mondes ». Et le sous-titre, c'est « Pour une cosmopolitique des communs ». Voilà, parce que il a été rappelé qu'en effet, nous avions écrit avec Christian un livre en 2014, qui fait déjà pas mal de temps, qui était consacré aux communs. Et donc ça s'appelait « Commun », même pas de substantif ou d'article défini comme ça. C'était très court, lapidaire. Là, ça marche. Bien. Tu te mets à ma place, ça sera... Parfait, donc je ne vais pas passer beaucoup de temps à expliciter le sens du titre du livre, mais plutôt à essayer d'en restituer la démarche, puisque c'est un livre qu'on a écrit sur plusieurs années, comme on peut s'en douter, avec le nombre de pages et le travail en fait collectif que ça nous a demandé. Mais on a commencé en 2021-2022, et c'est un livre qui nous a demandé beaucoup de travail, en particulier de travail concernant les informations, les données, dont vous verrez pour ceux qui le liront que c'est assez précis, parce que c'est très en relation et très en prise avec
les expériences que nous avons, nous deux, vécues, particulièrement lors de nos déplacements à l'étranger, notamment en Amérique latine, puisqu'il nous a été donné à l'un et à l'autre de voyager et de nous nourrir d'expériences très diverses, très très riches, dont nous parlons dans le livre, et c'est pour moi quelque chose de très important, c'est une dimension qui est vraiment fondamentale. Ça n'est pas un livre, on a écrit un livre par exemple qui s'appelle Dominé, le livre précédent qui date de 2020, qui a été malencontreusement sorti, publié au moment de la fin des vacances d'août 2020, donc c'était pas le Covid, c'était le Covid, la première période du Covid était finie, mais il y avait eu en octobre ensuite une deuxième fermeture entre guillemets, qui nous avait interdit de continuer à présenter le livre. Mais ça n'est pas grave, ce qui est important, c'est que nous avions une idée assez précise, et cette idée-là s'est trouvée malencontreusement assez violemment vérifiée, si je puis dire, par ce qui se passe aujourd'hui et depuis déjà plusieurs mois. Je repartirai d'une chose assez simple qui est, comme vous pouvez vous en douter, les formes prises par un certain nombre de gouvernements de par le monde, que je qualifierais, pour des raisons que je vais expliquer ensuite, de néofascisme, et qui se trouvent exemplifiables par des situations très précises, comme celle qui existe en Argentine, comme celle qui existe aux États-Unis, comme celle qui existe en Italie, avec l'Italie de Giorgia Meloni, comme celle qui se trouve exemplifiée également par d'autres régimes ou d'autres situations. Mais j'essaierai de mettre en évidence ce qui me permet de justifier l'utilisation de ce terme. Fascisme, oui, mais à condition de préciser en quoi il diffère du fascisme classique, celui des années 30, celui de Mussolini en particulier, parce que le terme de fascisme est susceptible d'acceptions assez variées, et il m'importe justement de dire en quoi, ou d'expliquer en quoi ce terme-là convient à un certain nombre de régimes, et de régimes, pas nécessairement d'ailleurs de régimes, parce que parfois il peut y avoir des situations où des gouvernements se comportent et agissent comme des gouvernements fascistes, mais dans une situation où il n'y a pas de régime fasciste. Et c'est aussi une des particularités des formes du fascisme contemporain. Alors je partirai de deux choses assez différentes. La première, c'est un document qui a été publié il y a de cela quelques semaines, qui est un document qui se définit comme étant la stratégie nationale qui est celle des États-Unis, de l'administration des États-Unis. C'est un document de 32 pages qui a été publié, donc tout de suite rendu public autour de l'administration Trump, et qui définit un certain nombre d'axes, notamment sur le plan et surtout sur le plan de la politique internationale, et dont nous commençons à mesurer les effets aujourd'hui avec ce qui se passe, j'y reviendrai. Et puis vous avez aussi ce qu'on pourrait considérer comme étant la politique intérieure, mais les deux ne sont pas séparables, la politique internationale et la politique intérieure, particulièrement pour l'administration Trump, mais c'est valable également pour d'autres formes de gouvernement néofascistes. Je dis néo précisément pour indiquer que ça n'est pas assimilable au fascisme tel qu'on l'a connu justement dans les années 30. Mais c'est un peu paresseux de dire néo, parce qu'il faut préciser en quoi c'est nouveau. Il ne suffit pas de dire que c'est nouveau, que ce sont des nouvelles formes. Et en l'occurrence, il m'apparaît qu'il y a un certain nombre de traits caractéristiques de ce néofascisme. Je considérerais 3 traits fondamentaux. Le premier trait, c'est qu'il s'agit d'une remise en cause très directe de l'état de droit et de la séparation des pouvoirs ou de la division des pouvoirs, quelle que soit la manière dont on nomme cette chose-là, qui en droit est très importante, qui ne suffit pas pour définir la démocratie, mais qui en est une condition sine qua non. Alors, séparation des pouvoirs, c'est une des leçons que Trump a tirées de son échec lors de son premier mandat. Il y a un gros document de 900 pages qui s'appelle « La promesse conservatrice » pour 2025, qui est la promesse qu'il est en train de mettre en œuvre. Et ce gros document-là, promesse conservatrice, donc insiste surtout sur le fait qu'il faut tirer les leçons du premier mandat. Le premier mandat a donné lieu, finalement, ça a été quelque chose d'assez insatisfaisant, il le dit lui-même, parce qu'il n'est pas allé jusqu'au bout. Et notamment, il y a quelque chose qui l'a empêché d'aller jusqu'au bout, c'est le pouvoir accordé aux juges.
Et il le dit d'une façon tout à fait explicite, ce qui est une manière de dire la prochaine fois, quand on arrivera justement au pouvoir, en 2025, on s'attaquera à cet obstacle que constitue pour la mise en œuvre de nos politiques la division, la séparation des pouvoirs. Et c'est ce qu'il a fait, et c'est ce qu'il commence de faire depuis le début de son deuxième mandat, et c'est ce qu'il continue de faire, et c'est ce qu'il a l'intention de continuer de faire. C'est une chose fondamentale, ça concerne bien sûr surtout la politique intérieure, mais ça concerne en même temps la politique extérieure dans la mesure où il lui faut absolument un exécutif fort qui concentre tout le pouvoir de l'État pour pouvoir instaurer avec les autres pays des relations tout à fait différentes de celles que l'Amérique ou les États-Unis, plutôt, à ne pas confondre, a entretenues avec eux pendant quelque chose comme 80-85 ans. Disons, remontons, pour faire simple, à 1945. Donc vous avez à la fois une remise en cause, alors ça c'est important me semble-t-il pour comprendre la réalité de ce type de gouvernement, vous avez à la fois une remise en cause d'un certain nombre de droits qui ont été conquis de haute lutte dans les années 70, fin des années 60, début des années 70. Je parle des États-Unis, mais je pourrais généraliser le propos et considérer que cette remise en cause-là est aujourd'hui assez générale. C'est une remise en cause de droits sociaux avant tout. Des droits sociaux, des droits culturels, des droits qui sont attachés à certaines minorités. Et tout ceci a connu aux États-Unis un développement assez considérable, justement à partir des années 70. Donc on peut dire que là, on a avec ce qui se passe aujourd'hui, que se passe-t-il aujourd'hui? Je reprends la question de Foucault, et il est important d'y répondre avec lucidité. On a une remise en cause qui ne s'apparente pas à ce qu'on appelle d'habitude la réaction. Vous savez, quand on dit comme ça, la réaction, il y a un mouvement de balancier, on va d'abord très à gauche, ensuite on revient très à droite, de manière à retrouver un équilibre, etc. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit du tout. Il s'agit ici d'une révolution à l'envers, c'est-à-dire de quelque chose de tout à fait différent d'une simple réaction. Ce n'est pas un retour à l'équilibre qui est visé, ce n'est pas non plus un retour à l'équilibre qui est cherché et qui est obtenu et qui est produit comme effet. Donc c'est quelque chose de tout à fait différent. Vous avez des droits qui sont passés pendant des décennies pour des droits qui ne demandaient qu'à être perpétués et renforcés. Et puis vous avez une espèce de bascule, appelons ça comme ça, qui se produit avec la deuxième élection de Trump. Alors on peut dire toujours que ça a été préparé, oui. On peut dire qu'il y a un changement qui se produit en 2016, 2017. Il y a le Brexit, il y a l'élection de Trump, le premier mandat. Et on peut dire que là, vous avez quelque chose qui se passe, qui est très important, qui est un changement assez considérable. Bien sûr, cette extrême droite-là, elle sort du néolibéralisme, mais en même temps, elle prend tout de suite, assez vite, une signification très particulière. Justement, c'est cette remise en cause frontale. Donc, remise en cause de l'état de droit, remise en cause des droits qui ont été conquis pendant des décennies, en termes, comment dirais-je, de révolution sociétale. On pourrait presque dire que c'est une contre-révolution sociétale, ce qui se passe. Contre-révolution sociétale, ça veut dire que c'est vraiment les droits sociaux, les droits de certaines parties de la société qui sont frontalement remis en cause et sur lesquels Trump entend revenir. Je ne sais pas, je prends les droits qui sont liés aux LGBT, les droits qui sont liés à la possibilité de se dire transsexuel, etc. Tout ça est remis en cause d'une façon très frontale. Et je me souviens particulièrement des années 70, où tout ceci apparaissait comme étant conquis, nouveau, et en même temps devant s'installer durablement. C'est la raison pour laquelle on est souvent assez surpris de la façon dont les choses se passent aujourd'hui, parce que la violence de cette contre-révolution sociétale est telle qu'elle nous oblige à interroger les raisons pour lesquelles, justement, un tel pouvoir peut faire ce qu'il fait aujourd'hui. Il ne le fait pas facilement, j'y reviendrai, mais il le fait néanmoins, et à cet égard, il dit quelque chose et il exécute ce qu'il dit, ce qu'il a dit d'ailleurs pendant sa campagne, pour le deuxième mandat, et il le fait d'une manière extrêmement inquiétante. Mais encore une fois, il faut regarder les choses telles qu'elles se passent et ne pas se faire d'illusions à cet égard. Sur le plan international, vous avez peut-être assez facilement constaté qu'il y a beaucoup de choses qui étaient en train de changer. Je ne parle pas simplement de ce qui s'est passé avec Maduro au Venezuela, je parle de manière générale de la politique d'ensemble, de la politique, la redéfinition de la politique internationale des États-Unis. Et à cet égard, vous avez ce document-là auquel je faisais référence, la stratégie, donc
la stratégie nationale des États-Unis, où Trump revient, hein, c'est peut-être pas lui qui l'a écrit, mais en tout cas ce sont ses proches conseillers, sur ce qui se passe aujourd'hui, le monde nouveau, dit-il, dans lequel nous vivons. Ils reprennent presque des termes qui sont ceux des néoconservateurs des années 2000, avec cette idée que l'Europe se fait plein d'illusions parce qu'elle considère que le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde de Vénus, alors que le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde de Mars. Je me souviens très bien d'un spécialiste des néoconservateurs américains qui établissait cette opposition-là en disant « Les Européens vivent dans la paix perpétuelle, nous on vit dans un monde qui est celui de la réalité, qui est celui de l'affrontement brutal, celui des guerres, etc. » N'oublions pas que c'était précisément la guerre d'Irak. Bon, c'était ce qui s'est passé, ce qui se passait à ce moment-là, qui a trouvé une forme de légitimation dans ce discours. Mais c'est différent. Aujourd'hui, les choses sont différentes. Vous n'avez pas de projection des forces militaires américaines visant à occuper un pays. Ça peut peut-être venir, mais ça n'est pas du tout la forme dominante, ça n'est pas la forme que ça prend aujourd'hui. C'est plutôt une action de pression à distance, une pression très très forte, j'en conviens, mais ça n'est pas la même chose que par exemple ce que les États-Unis ont fait en Irak en 2003. Pas du tout. Et on le voit, finalement, Trump s'accommode assez bien du maintien du gouvernement du Venezuela. Je ne parle pas de Maduro lui-même comme personne, je parle de ce qui est en place comme gouvernement au Venezuela. Son propos et son problème n'est pas la restauration de la démocratie. Pas plus que son propos n'est celui du rétablissement de la démocratie en Iran. Et on voit à travers un certain nombre de déclarations que ce n'est pas du tout ça l'objectif qui est recherché. C'est autre chose, qui relève justement d'une redéfinition des zones d'influence entre des puissances rivales, voire même hostiles. Et cette redéfinition importe beaucoup, parce que là, ce n'est pas 50 ans, encore une fois, c'est 80 ans, c'est à peu près 80 ans. Hein. C'est-à-dire une volonté finalement des États-Unis de rompre avec leur propre passé en matière de politique internationale. C'est-à-dire le fait de dire, bon, nous, on n'a plus du tout, c'est dit entre les lignes, on n'a plus du tout les moyens, ils disent pas ça comme ça, ils disent ça a été une erreur pour les États-Unis que de prétendre jouer le rôle de gardien de l'ordre du monde et de gendarme du monde. Mais ce qu'ils disent finalement à mots couverts, implicitement, c'est on n'a plus les moyens. Et c'est très intéressant parce qu'on est un petit peu hypnotisé par les termes qui sont utilisés, qui sont souvent très très violents. On a une affirmation de puissance qui est totalement décomplexée et on se dit que c'est difficile de résister à un tel rouleau compresseur, et en effet, d'un certain point de vue, c'est difficile, mais en même temps, on ne voit pas le revers. Le revers, c'est-à-dire une certaine forme de faiblesse, une position de repli défensif. On n'a plus les moyens de faire ce qu'on faisait depuis 1945, et d'ailleurs on s'est trompé parce qu'on n'aurait pas dû adopter cette ligne-là, mais maintenant, fort heureusement, on a complètement changé d'orientation en matière de politique internationale. Et donc ce qu'on va faire, c'est nous replier sur notre hémisphère. Alors la première fois que j'ai lu dans le texte dont je parle cette notion d'hémisphère, j'ai eu un peu de mal à comprendre, dans la mesure où il était question de l'hémisphère occidental, comme étant l'hémisphère d'élection des États-Unis, et puis de l'autre hémisphère, l'hémisphère donc, dont on peut dire qu'il est oriental au sens large du terme, et à ce moment-là, ça ne relève pas du tout directement de notre domination. Parce que les choses sont dites de façon, là on peut leur reconnaître le mérite de dire les choses d'une façon extrêmement directe. Donc notre position doit consister maintenant à dominer ce qui constitue notre arrière-cour, là aussi ce n'est pas dit comme ça, et notre arrière-cour c'est les Amériques, l'hémisphère occidental c'est les Amériques. Donc il faut se défaire de l'impression qu'on a quand on parle des hémisphères comme ça, vous savez, avec l'équateur de part et d'autre, l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, c'est pas ça du tout. C'est une notion qui est complètement géopolitique, qui n'a strictement rien à voir, et qui consiste à dire il y a quelque chose qui relève de la domination américaine, de la sphère d'influence américaine, et qui est justement l'hémisphère occidental, donc notre hémisphère. À plusieurs reprises, Rubio a utilisé cette expression, notre hémisphère. Prenez justement à cet égard la déclaration faite par la ministre groenlandaise des Affaires étrangères. Elle n'a pas parlé du tout de l'hémisphère occidental, elle a dit l'hémisphère nord.
Et ça c'est pas du tout le vocabulaire de l'administration Trump. Notre hémisphère, c'est l'hémisphère occidental, donc ça veut dire que ça comprend l'Amérique du Nord, évidemment Groenland inclus, j'y reviendrai, et puis d'autre part l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, ce qu'on appelait dans les anciennes cartes, celles de Mercator au début du XVIIe, ce qu'on appelait justement l'Amérique septentrionale et l'Amérique méridionale. Voilà. Bon, tout ça, ça relève, dans la nouvelle définition de la politique étrangère, la politique internationale américaine, ça relève justement de la sphère d'influence et de domination directe. Et c'est la raison pour laquelle vous avez cette volonté, par exemple, pour le Groenland, de dissocier entre le Groenland et le Danemark. Le Danemark, ça relève de la vieille Europe. Ça relève, c'est pas notre sphère. En revanche, le Groenland, si, parce que c'est l'Amérique, parce que c'est les Amériques au pluriel. Et donc, ça relève de nos prérogatives, ça relève de notre pouvoir, avec, encore une fois, une affirmation d'un pouvoir discrétionnaire qui est quasiment illimité. Il n'y a pas de procédure d'arbitrage, il n'y a pas d'instance internationale qui vaille, puisque précisément tout cela est sujet à caution, tout est remis en cause, le droit international lui-même est remis en cause, comme on a pu le voir, à l'occasion notamment de ce qui a été déposé comme plainte par l'Afrique du Sud, à propos d'un certain nombre de dirigeants. Bon, et je crois que c'est assez important de saisir ça. Effectivement, c'est plus l'époque du droit international. Ça ne veut pas dire que le droit international était respecté, il n'y a pas d'illusion à avoir là-dessus. Mais il y a quelque chose, c'est que la référence au droit international est balayée. Et les rapports de puissance se suffisent à eux-mêmes. Voilà. Et un des conseillers personnels de Trump l'a dit d'une manière assez directe. Il a dit, mais le monde est ainsi fait. Nous sommes dans un monde où la force et la violence dominent. Il faut nous y faire, il faut nous y adapter, et il faut justement redéfinir le rôle des États-Unis à partir de cette compréhension des rapports de force. Voilà, les choses sont clairement dites, mais c'est important de bien considérer ça, parce que vous voyez que vous avez deux volets, le volet politique intérieur, avec la concentration des pouvoirs dans la personne de l'exécutif, concentration des pouvoirs qui implique évidemment que la séparation des pouvoirs et la division des pouvoirs soit malmenée, voire violentée, ce qui arrive presque tous les jours avec la façon dont Trump se comporte. La dernière en date, c'est la remise en cause, la menace qui pèse sur le directeur de la Fed, de la Banque fédérale, d'être viré purement et simplement, tout simplement parce qu'il refuse de se soumettre à la volonté de Trump, qu'il a condamné à plusieurs reprises, qui a été assez violent d'ailleurs, dans les termes qu'il a utilisés à son égard. Voilà, ça vous montre qu'il y a une unité très forte entre la politique internationale et la politique intérieure. La politique intérieure, ça a été dit assez rapidement, il y a eu une déclaration de Trump devant les officiers supérieurs de l'armée américaine disant qu'il faut faire attention à l'ennemi intérieur. Et on voit ce que c'est maintenant, puisque vous avez ce qui s'est passé avec l'ICE. Alors, le meurtre de René à Minneapolis, c'est un moment particulièrement tragique, mais c'est quelque chose qui est quasi quotidien, pas les meurtres, mais la façon dont l'ICE, la police donc, de l'immigration et des frontières, est amenée à arrêter des gens dans les villes, en surprenant par exemple les gens lorsqu'ils se rendent, les immigrés qui se rendent au service de santé pour des consultations, en patrouillant dans un certain nombre de quartiers bien choisis, en prenant les gens au réveil le matin très tôt, etc. Donc c'est vraiment, il faut se rendre compte, c'est aussi ça qui importe dans la caractérisation de fascisme, c'est le fait que vous avez une branche de l'administration américaine, parce que l'ICE, c'est une branche de l'administration américaine. Mais vous avez une transformation de cette branche de l'administration américaine en milice privée au service de l'exécutif. Et ça, c'est un des traits qui permet de définir aussi cette forme de fascisme. Et c'est très inquiétant, bien évidemment, parce qu'une milice privée, ça veut dire qu'elle n'obéit directement qu'à la personne du président de la République, même si on peut estimer qu'il porte mal ce terme, et encore, mais je crois que c'est assez fondamental à comprendre. Bon, et puis vous avez tout ce qui s'ensuit. Vous avez des remises en cause qui sont quasiment quotidiennes, d'un certain nombre de choses qui passaient pour acquises, notamment justement en matière de protection sociale.
Bon, et vous avez de manière générale, à travers ces différentes formes de néofascisme, vous avez une concentration du pouvoir d'État entre les mains de l'exécutif qui permet de s'attaquer aux institutions de ce qu'on appelle l'État social. Donc vous voyez, je fais en sorte déjà qu'il y ait deux caractéristiques. Alors ce n'est pas la même chose que sous Mussolini. Concentration du pouvoir exécutif, si, ça c'est indéniablement quelque chose de commun. Mais vous n'avez pas de parti de masse, vous n'avez pas d'organisation de masse en termes de corporation, comme c'était le cas dans l'Italie mussolinienne. C'est indéniablement assez différent, mais néanmoins, vous avez un certain nombre d'attaques très directes qui sont des attaques contre la démocratie et qui vont même au-delà. Et je crois qu'il faut le noter. Il faut le noter, il faut se rendre compte, il faut se demander ce que ça veut dire et comment arrêter ça et comment stopper ça ou comment résister à ça. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. La troisième chose, plutôt que je voulais, premier point, mais dans ce premier point, la troisième chose que je voulais dégager comme étant une caractéristique de cette nouvelle forme de fascisme, de néofascisme, c'est le fait justement que vous avez un rôle tout à fait nouveau qui est joué par les réseaux sociaux et qui va de plus en plus être aussi également joué par l'intelligence artificielle. Au point que certains analystes critiques, je pense à des amis canadiens, québécois, qui ont parlé de technofascisme à propos de cette utilisation, enfin c'est plus qu'une utilisation de l'IA, c'est la logique de l'IA étendue d'une manière qui était peut-être difficile de prévoir à un moment donné. Lorsque ça a commencé, bon, l'essor des centres de données et de l'extraction des données, c'est 2011, 2012, 2013. Mais l'IA, en tout cas dans sa forme actuelle, c'est un peu plus tardif. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez une logique qui est complètement contradictoire avec l'exigence minimale de la démocratie. Et c'est le point où je voulais en venir pour montrer que tout ça converge dans une certaine direction. C'est que vous avez, avec les réseaux sociaux, une logique qui prévaut. Vous savez que vous avez ce qu'on appelle des bulles, c'est-à-dire des bulles dans lesquelles vous êtes entre vous. Il n'y a même pas de confrontation avec une opinion diverse, concurrente, voire contradictoire, et vous êtes habitués à l'entre-soi. Donc on appelle ça des bulles, on dit effectivement que ces bulles-là, on dit très justement que ces bulles-là font obstacle à l'exercice de la délibération collective. Or, dans la définition de la démocratie, en tout cas telle que je la propose moi, l'exercice de la délibération collective est quelque chose de fondamental. C'est exactement le contraire de l'entre-soi. Je ne parle pas de l'exercice de la délibération collective à l'intérieur du Parlement. Je parle de l'exercice par les citoyens de la délibération collective à tous les niveaux. Et pour moi, c'est essentiel à la compréhension de la démocratie. Donc ça se trouve remis en cause, alors d'une manière plus ou moins directe, mais il y a des gens qui le disent ouvertement. Par exemple, Peter Thiel, qui est un des idéologues de la Silicon Valley et un libertarien convaincu, très lié à Trump, à Musk, dit que la démocratie et l'intelligence artificielle sont incompatibles. Et qu'il faut choisir, bien sûr, l'intelligence artificielle plutôt que la démocratie. Mais il le revendique, il le dit d'une manière ouverte. Bon, personne dans l'administration de Trump ne va jusque-là. Il n'est pas membre de l'administration de Trump, pas du tout. Il est complètement indépendant à cet égard, sur ce plan-là. Donc voilà, ça fait quelque chose de très différent. C'est plus du tout des mécanismes d'entraînement par identification aux leaders, comme c'était le cas avec Mussolini ou d'autres. Et à cet égard, Trump n'est pas du tout dans la position qui est celle d'un Mussolini ou d'une autre figure autoritaire. Il est indubitablement un fasciste, encore une fois. Il a même eu, je crois que c'était avec, comment il s'appelle, Hamdani, c'est ça, le nouveau maire de New York, lorsqu'ils se sont rencontrés. Et on lui a une journaliste a posé la question à Hamdani en lui demandant est-ce que vous pensez toujours que Trump est fasciste, et devant Trump. Et ce qui est assez remarquable, c'est que la façon dont il lui a répondu en l'encourageant, il dit dis-le, n'hésite pas à le dire, comme si ça ne gênait pas, comme si c'était quelque chose qu'il pouvait facilement reconnaître, quoi. Et c'est quand même assez hallucinant. Mais ça c'est indubitable. Mais encore une fois, il n'y a pas de mécanisme d'identification collective, au sens
où c'est quelqu'un qui, certes, permet de fédérer un certain nombre de gens, voire de colère, voire de ressentiment contre l'establishment, mais il n'y a pas une organisation. Il y a quelque chose qui pourrait faire penser à un début d'organisation. C'est ce qui s'est passé. Ça a été dévoilé lorsque vous avez Charlie Kirk a été assassiné, et à ce moment-là, on a commencé à parler du rôle joué par un certain nombre de groupes dans les universités. Et on a dit à ce moment-là que c'était des groupes, je ne me souviens plus exactement du nom qui était utilisé, mais c'était des groupes qui étaient chargés de surveiller les professeurs et les étudiants, de telle manière qu'on n'hésite pas, le cas échéant, à dénoncer nominalement tel ou tel enseignant, à encourager les étudiants à les surveiller, un peu comme ça s'est passé avec Bolsonaro au début, en 2018, où on encourageait les étudiants à filmer leurs professeurs sur les appareils, en vidéo, pour pouvoir ensuite les jeter en pâture. Mais là, Turning Point, ça s'appelle Turning Point, les groupes d'action des Trumpistes à l'intérieur des universités. Et là, ce n'est pas exactement une milice, mais ce sont des gens qui surveillent, ce sont des gens qui encouragent, qui, le cas échéant, incitent les autres à passer à l'action, pas eux-mêmes, mais c'est arrivé parce qu'il y a eu un certain nombre de professeurs d'université qui ont eu leur maison incendiée et qui ont réchappé de peu, d'ailleurs, à la mort. Mais tout ceci compose un tableau qui est assez inquiétant, bien sûr, mais qu'il faut être capable d'apprécier, parce que c'est la réalité, tout simplement, que ça nous plaise ou non. Et donc, nous avons à réfléchir à partir de ça. Nous avons à réfléchir à partir de cette situation-là, avec tout ce que ça implique. Vous avez vu comme moi, Javier Milei en particulier, le président de l'Argentine, qui se dit libertarien, qui pour moi est vraiment un fasciste, qui est quelqu'un c'est une forme de gouvernement. Il ne peut pas aller très loin parce que la structure même de la Constitution argentine, c'est quelque chose de fédératif. Ça n'est pas un État unitaire et centralisé, comme c'est le cas pour d'autres États. L'État américain est un État fédéral, l'État argentin est un État fédéral, l'État argentin est organisé d'une façon un peu plus souple du point de vue du rapport entre le centre et d'autre part les gouvernements de province, mais il n'en reste pas moins que dans les deux cas, vous avez une volonté de passer outre les obstacles que constituent la division et la séparation des pouvoirs. On peut y arriver ou pas. Steve Bannon, qui a beaucoup inspiré Trump, n'a pas hésité justement à dire que, au moins, ce qui était bien avec Trump, c'était qu'il promulguait un décret par jour, de telle sorte que les ennemis intérieurs soient complètement déboussolés et ne sachent plus exactement quoi faire, paralysés un petit peu parce qu'ils étaient débordés. Et ça, c'est quelque chose qui revient assez constamment. Donc je me limiterai à cet exemple-là, mais il y en aurait bien d'autres qu'on pourrait prendre pour vous montrer qu'il y a un courant qui est très puissant, qui est amené à renverser un certain nombre d'obstacles ou de digues qui existaient auparavant, et qui entend bien poursuivre son offensive jusqu'au bout. Et donc, la question que nous devons nous poser, c'est la question de savoir, mais dans cette stratégie qui est celle de l'ennemi, comment les choses, je dis bien de l'ennemi, je ne parle pas simplement de l'adversaire, comment peut-on disposer ses forces et sur quel point peut-on mettre l'accent. Voilà, pour dire les choses. Nous avons consacré cet ouvrage à des problèmes de stratégie. Nous ne savions pas si bien dire lorsque nous avons commencé à écrire, parce que nous ne doutions pas que ça irait jusque-là. Voilà. Nous avions vu des choses, par exemple la réunion de l'extrême droite à Madrid en 2024, etc. Mais là, ça prend vraiment une tournure beaucoup plus radicale. Je partirai pour faire comprendre la réflexion stratégique que je propose d'une indication négative qui est contenue toujours dans le même document, le document de stratégie des USA. Il est question de l'Europe, il y a une partie entière qui est consacrée à l'Europe. Il est question des organisations internationales, supranationales ou transnationales.
Et les organisations qui sont visées sont essentiellement les Nations Unies, organisation supranationale, et d'autre part l'Union européenne, parce qu'elle est à la fois supranationale et en même temps transnationale. Transnationale signifiant que c'est une organisation qui traverse les frontières nationales, qui ne s'arrête pas aux frontières nationales, alors que le document précise que la seule forme qui doit être acceptée et encouragée, c'est la forme de l'État-nation. Donc c'est dit d'une manière tout à fait explicite. Donc contre l'Organisation des Nations Unies, contre l'Union européenne, et il faut encourager, le document va jusque-là, il faut encourager toutes les formes tous les partis patriotes, comme dit la formule du document, notamment en Europe, ce qui est une manière de dire qu'il y a à cet égard quelque chose qui tient d'un rapport d'adversité fort, et je me suis dit, en lisant le document, que s'il y avait une chose sur laquelle Trump et Poutine étaient d'accord, c'est qu'il fallait casser l'Union européenne, d'une manière ou d'une autre, parce que c'était pour eux quelque chose d'inacceptable. Pour des raisons peut-être assez différentes, mais en tout cas pour Trump, c'était le caractère supranational et transnational. Alors, il mélange un peu tout, le document n'est pas très clair sur la différence entre transnational, supranational, etc. Mais ça doit nous inspirer en même temps une réflexion. Parce que, et j'en arrive au second volet, si je puis dire, de mon exposé, ce qui s'est développé depuis quelques décennies, ce sont précisément des mouvements transnationaux. Des mouvements qui ne sont pas des organisations politiques supranationales ou transnationales, mais qui sont des mouvements ayant un caractère transnational très affirmé. Alors, ça prend des formes très différentes, ça implique des échelles très différentes, pour le dire d'une manière assez directe, mais je crois que... alors, on a consacré un chapitre avec Christian qui s'appelle « Irruption cosmopolitique », précisément au début de la troisième partie de l'ouvrage. Irruption cosmopolitique au pluriel. Et on essayait de cartographier un petit peu les différents mouvements qui se sont développés ces derniers temps, en commençant par ce qu'on appelle les formes de l'autogouvernement territorial. Alors on prend des exemples qui sont très divers, certains qui sont connus, d'autres moins, mais je ne sais pas, moi je prends le Chiapas au Mexique, puisque ça dure depuis 1994, c'est une région du Mexique, qui a été investie par une révolte, une rébellion intérieure en 1994. Le territoire a été occupé et le territoire est un territoire qui maintient son autonomie, bien qu'il fasse partie formellement de l'État mexicain. Mais vous avez, et ce qui est très intéressant quand on réfléchit sur le territoire, vous avez à la fois un très grand attachement au territoire du Chiapas et en même temps une volonté de nouer des alliances, une volonté premièrement de remettre en cause la constitution interne de l'État mexicain et aussi une volonté de nouer des alliances avec des mouvements extérieurs au Mexique. Et c'est un point sur lequel je reviendrai, mais c'est valable pour le Kurdistan également, avec le Rojava, c'est valable pour d'autres mouvements, et ce qui me paraît surtout très important, c'est la nouvelle signification que prend la notion de territoire. Parce que territoire, ça peut vouloir dire des choses très différentes, ça peut être quelque chose d'assez petit. On a parlé par exemple de territoire, à juste titre d'ailleurs à propos de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais quand on est amené à réfléchir à la notion de territoire, on s'aperçoit que ça peut signifier des choses vraiment très très différentes, très différentes. Mais à la limite, les Gilets jaunes ont considéré que les territoires dessinés par les ronds-points et ce qu'il y avait autour, puisque ça donnait lieu à des formes d'assemblée, étaient des territoires. Pas des territoires au sens administratif du terme. Et c'est là qu'on touche quelque chose de fondamental. C'est que ces mouvements qui sont organisés autour d'une autodétermination territoriale sont des mouvements qui ne s'attachent pas au territoire en tant qu'il est défini de manière administrative. C'est pas le territoire au sens administratif. C'est, pour le dire d'un mot que j'éclaircirai peut-être par la suite, non, j'éclaircirai certainement par la suite, qui est milieu de vie. C'est le territoire comme milieu de vie.
Ce n'est pas le territoire comme unité administrative. Ce n'est pas le territoire comme surface de projection du pouvoir de l'État. C'est le territoire défini d'une manière tout à fait différente. Alors il y a plusieurs mouvements qui ont permis cette redéfinition, notamment en Amérique latine, et vous avez une redéfinition du territoire justement à partir de la vie, du territoire comme milieu intégral de vie, pour reprendre une expression que les féministes au Brésil, en Argentine et dans d'autres pays d'Amérique latine ont utilisée. Avec cette idée, vous avez quelque chose d'assez fort, vous avez un concept qui est celui de corps-territoire, qui a été forgé et utilisé notamment par les féministes en Argentine, au Chili, au Brésil, etc., qui est l'idée du corps, d'abord le corps qui se rattache, le corps qui n'est rien sans son rapport direct avec le territoire dans lequel il vit et qu'il habite. Et puis en même temps, vous avez une redéfinition dans un sens féministe parce que le corps-territoire, c'est aussi le corps de la femme en tant qu'il fait l'objet justement d'attaques de la part du patriarcat. Donc vous avez les deux aspects qui se trouvent directement liés dans cette notion un peu curieuse qui nous est un peu, qui n'est pas habituelle pour nous. Mais voilà, c'était pour indiquer simplement que la notion de territoire donnait lieu à une redéfinition et que ce n'est plus du tout le territoire au sens où on l'entend d'habitude. Ça n'a plus rien à voir, par exemple, avec l'utilisation parfois démagogique que les représentants de certains gouvernements font de l'expression « nos territoires ». On peut penser, bien sûr, à un gouvernement géographiquement très proche de nous, mais c'est le cas de beaucoup de gouvernements aujourd'hui. Comme ça, on parle démagogiquement de nos territoires, il faut revenir au territoire. Non, là, c'est pas ça, pas du tout. C'est vraiment le territoire comme milieu de vie. C'est-à-dire que c'est le territoire, en tant qu'il implique, justement, qu'on s'affranchisse de la tutelle du territoire au sens administratif. Donc c'est vraiment pas du tout la même chose. Et puis, il y a, je fais exprès d'aller vite comme ça et de prendre des exemples très différents, il y a une seconde irruption cosmopolitique que je rattacherai à ce qu'on peut appeler les pratiques transfrontières. Bon, transfrontières, transnationales, c'est bien, transfrontières, c'est peut-être encore plus explicite. Et là, je fais référence directement au mouvement, en premier lieu au mouvement féministe, tels qu'ils se sont développés à partir de 2015-2016 en Amérique latine, notamment à partir de l'Argentine, puisque c'est un mouvement contre les féminicides qui a donné l'essor du mouvement féministe en Amérique latine, et par là, par voie de conséquence, à l'échelle mondiale, c'était le mouvement qui était organisé autour d'un slogan qui n'était pas une de moins sur les féminicides. Et c'est un mouvement très puissant, qui a commencé par l'Argentine, qui a ensuite essaimé jusqu'au Chili, qui a nourri la révolte et le soulèvement populaire de 2019 au Chili, et transfrontière parce que c'est les féministes elles-mêmes, en particulier, pendant le confinement, qui ont tenu à cette dénomination. Vous avez un réseau féministe transfrontière qui a été constitué avec une cinquantaine de féministes représentant 50 pays, qui se tenait alors même qu'aucune réunion physique internationale n'était possible, mais à travers des visios, à travers des réseaux, justement. Et je trouvais ça assez admirable, j'ai toujours trouvé ça assez admirable, parce que c'est une situation où les femmes, de manière générale, étaient enfermées chez elles, sans possibilité directe de communication, et cette initiative-là, réseau transfrontière, vraiment, ça m'a paru tout de suite comme étant quelque chose d'assez extraordinaire. Et ça a continué, évidemment, après la fin de la pandémie. Et donc, vous avez eu des manifestations conjointes, des premières grèves féministes internationales en 2017. Et ça s'est développé ensuite. Ce sont des choses qui comptent, parce qu'il y a quelque chose un peu d'irréversible dans ce qui a été créé, en dépit de Trump, en dépit des formes du néofascisme contemporain. Il n'en reste pas moins qu'il y a des choses qui sont vraiment entrées dans la vie de ces sociétés, et c'est important pour réfléchir au point d'appui en matière de résistance et de contre-offensive. Et puis il y a une dernière chose, je fais exprès d'aller assez vite et d'abréger, il y a une dernière chose qui relève de ce qu'on appelle les irruptions cosmopolitiques, qui est la place tout à fait décisive et nouvelle occupée par les peuples autochtones. Alors, c'est valable surtout, là aussi je reprends l'exemple de l'Amérique latine, mais autochtone,
le terme peut signifier beaucoup de choses. En français, on répugne à utiliser indigène pour des raisons qui tiennent à l'histoire coloniale d'un pays comme la France. Et l'indigénat, il y avait même un ministère de l'indigénat sous une certaine république. Mais là, je ne pense pas du tout à ça. Je pense simplement au fait que en Amérique latine, les gens parlent couramment d'indigènes, de résistance indigène, de peuples indigènes, pour signifier tout simplement que c'est des peuples qui sont nés de la terre et qui habitent cette terre, bon, sans plus, sans aller au-delà. Mais c'est important à considérer, parce que il y a aujourd'hui une volonté de remettre en cause un certain nombre de choses, et notamment de droits qui ont été conquis, là encore, de droits qui ont été conquis par les peuples indigènes ou autochtones, et notamment en matière de reconnaissance des droits. Vous avez, bon, je prends cet exemple-là parce que ça me paraît assez important. Vous avez, là dernièrement, vous avez des incendies terribles qui sont amenés à ravager des parties de la Patagonie argentine. Donc c'est habité par un peuple, cette partie-là, qui s'appelle les Mapuches, qui est un peuple très important, un peuple autochtone très ancien, bien antérieur, du point de vue en tout cas de son origine, à la conquête espagnole. Et c'est quelque chose d'assez terrible parce que le gouvernement de Milei a tout de suite rendu les Mapuches responsables. Pour une raison très simple, c'est que les Mapuches ont là, dans un parc que j'ai pu visiter, qui s'appelle le parc de Los Alerces, c'est-à-dire les Mélèzes. C'est le parc des Mélèzes, et c'est un lieu dans lequel les Mapuches ont des sources sacrées, où ils se réunissent souvent pour célébrer la terre-mère, puisque c'est comme ça que les choses sont dites. Et là, il y a une menace qui est terrible. Il y a une menace qui est terrible. Il y a un jeu, évidemment, très conscient de la division pour opposer les peuples autochtones les uns aux autres. Il y a les bons et les méchants. Et les méchants, ce sont ceux qui, bien sûr, viennent du Chili. Les trucs classiques, si je puis dire, qu'on revoit sous toutes les latitudes. Et donc là, il y a quelque chose de fondamental à considérer, parce que cette place-là n'est pas n'importe quelle place. Elle rappelle aux peuples qui ont colonisé l'Amérique latine, par exemple, qu'ils ne sont pas les premiers habitants. Et le mythe fondateur de la colonisation, c'est celui de la terra nullius, c'est-à-dire de la terre nulle, en droit, c'est-à-dire juridiquement inhabitée. Juridiquement inhabitée. Et c'est quelque chose qui est réactivé aujourd'hui par les formes justement les plus extrêmes de ce néofascisme dont je parlais. Mais cette dynamique des peuples autochtones est une dynamique tout à fait fondamentale. Elle a donné lieu, là aussi, à un certain nombre de conquêtes, à un certain nombre de déclarations. Par exemple, vous avez eu pour la première fois une déclaration faite de l'intérieur des Nations Unies, pas par des représentants ou des délégués de tel ou tel État-nation, mais par des délégués des peuples autochtones. Et vous avez eu une convention, la convention 169, qui a été adoptée par un certain nombre d'États, pas tous, notamment pas la France, parce qu'elle ne veut pas entendre parler d'autre chose que de l'État-nation, avec une structure unitaire. Mais c'est important à signaler parce que vous avez eu là une coélaboration par les délégués des peuples autochtones et par certains représentants des Nations Unies d'une sorte de charte, d'une sorte de déclaration. Ça a été complété ensuite par une déclaration des peuples autochtones, mais en droit international, vous devez savoir que ce qui relève d'une convention est facultatif, ce qui relève d'une déclaration a une portée qui est justement un peu obligatoire. Et donc vous avez des gens qui ont signé la déclaration, qui n'ont pas signé la convention, mais là c'est une convention faite sous l'égide de l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Voilà. Et on peut presque considérer que c'est un commun transnational. C'est-à-dire que vous avez des États-nations, vous avez des peuples autochtones qui vivent sur le territoire de différents États-nations et qui sont amenés à s'entendre pour élaborer ensemble une charte de leurs droits, une déclaration codifiant leurs droits. Et ça, c'est quand même assez remarquable parce que c'est fait, certes, sous l'égide des Nations Unies, mais c'est la coparticipation des délégués de ces différents peuples qui donne lieu à la rédaction du document. Voilà, donc c'est pour vous dire qu'il y a là quelque chose de fondamental. On n'est pas habitué à entendre parler de ça. Par exemple, en Argentine, les gens disent souvent plurinationalité et transnationalité. Et ça veut dire, c'est complémentaire, ça va de pair.
Pourquoi? Parce que si vous prenez un pays comme l'Argentine, vous pouvez dire que vous avez à ce moment-là différentes nations à l'intérieur de ce qui se présente comme un unique État-nation. Puisque vous avez par exemple les Mapuches, les Tehuelches, qui sont un autre peuple, qui se présentent comme des nations. Ce sont des peuples qui se vivent eux-mêmes comme des nations. Donc ils disent, on vit sur un territoire qui est occupé par l'État argentin, mais nous, on n'est pas argentins, on est d'abord et avant tout des Mapuches. Donc c'est notre nation. On est une nation sans État. Il faut prendre conscience de ce que ça veut dire. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous avez les deux affirmations qui peuvent coexister et se compléter. Et en même temps, donc, nous sommes transnationaux parce que nous tenons à établir un rapport par-delà les frontières, par exemple entre l'Argentine et le Chili, avec les autres peuples autochtones qui habitent sur le territoire de l'État chilien. Les deux vont ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui bouleverse complètement les points de repère, qui bouleverse la manière dont nous sommes amenés à envisager les rapports des mouvements entre eux. Vous voyez pourquoi je parle de mouvement transnational et de transnationalité. Je n'abuse pas du terme, je préfère, c'est plus clair, transfrontière, mais transnational à condition que ça ne soit pas pris en sens sociologique, mais en sens politique. Ça signifie aussi quelque chose de très clair. Ça signifie la volonté délibérée de transgresser les frontières nationales pour s'allier, donc c'est des liens de solidarité politique, avec des gens qui vivent de l'autre côté de la frontière et qui partagent en même temps les mêmes exigences. Voilà. Et ça, c'est un trait de beaucoup de mouvements aujourd'hui, et depuis, disons, 2015, cette affirmation de la transnationalité et du transfrontière. J'ai parlé des féministes, j'ai parlé des peuples autochtones, j'ai parlé des territoires en un sens un peu plus restreint, mais ça pose le problème de ce qu'on appelle avec Christian la cosmopolitique. La cosmopolitique, c'est-à-dire non pas le cosmopolitisme. Le cosmopolitisme, ça c'est quelque chose de très ancien, de très vieux. Ça remonte à l'Antiquité grecque, à un dénommé Diogène, qui, lorsqu'on lui a demandé de décliner son identité, a dit « Je suis citoyen du monde », voilà, puisque c'est la réponse qu'il a apportée, à un marchand d'esclaves. Mais cosmopolitisme, c'est une chose, cosmopolitique, c'est autre chose, et nous mettons l'accent justement sur le politique. Cosmopolitisme, souvent, ça a été une sorte de bannière pour regrouper des gens qui avaient tendance justement à rejeter la politique comme étant quelque chose qui relevait soit des cités-États, soit des États, alors que cosmopolitique, c'est un moyen pour nous, avec Christian, d'insister sur la dimension politique absolument évidente de ces mouvements. Ils sont transnationaux, ils sont transfrontières, mais en même temps, ils sont politiques, éminemment politiques. Ils contestent la base à partir de laquelle des États se sont construits. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui fait peur, particulièrement à des gens comme Milei ou à d'autres, parce que c'est une remise en cause. C'est une remise en cause de la logique extractiviste. C'est une remise en cause parce que les territoires sur lesquels vivent ces peuples autochtones sont des territoires qui sont littéralement pillés. Il y a des organisations, alors là, pour le coup, des organisations qui sont transnationales, mais en un sens tout à fait particulier, qui sont des multinationales, et qui viennent piller les ressources, purement et simplement. C'est valable en particulier en Argentine, au Chili et dans le sud du Brésil et surtout de la Bolivie. C'est valable pour ce qu'on connaît sous le nom de lithium. Vous avez plein de gisements de lithium qui ont été découverts. Vous avez une ruée des entreprises, de grosses entreprises. Vous avez d'ailleurs Macron qui a envoyé un certain nombre de gens pour discuter avec le gouvernement de Milei de la possibilité pour certaines entreprises françaises de pouvoir contribuer à l'exploitation du lithium. Bon, tout ça fait partie d'un jeu économique et politique sur le plan international qu'il faut connaître. Mais voilà, cosmopolitique, ça veut dire tout ça. Ça veut dire qu'il faut prendre au sérieux le rejet du transnational et il faut considérer qu'il y a là justement une possibilité, une chance, si je puis dire, parce que l'Union européenne est une organisation qui est supranationale et transnationale, mais
on peut douter qu'elle soit démocratique au sens où j'ai défini le terme tout à l'heure. Donc il faut lutter, y compris à l'intérieur de l'Union européenne, pour radicaliser tout ce qui relève justement de la transnationalité, en lui donnant un caractère aussi démocratique que possible, et puis en remettant en cause la possibilité que la solution qui consiste à faire de l'Europe une puissance jouant un jeu égal avec les États-Unis et la Russie et la Chine soit viable et puis surtout soit productive, c'est-à-dire produise des effets politiques positifs. Voilà. La situation est une situation assez inédite. Il faut à cet égard vraiment considérer qu'elle est inédite. Et la réponse stratégique doit être également inédite. On ne peut pas renouer avec les vieux internationalismes. On ne peut pas renouer avec la façon dont des organisations nationales se coordonnaient pour constituer une internationale. Bon, tout ceci appartient au passé. Ce qui appartient en revanche moins au passé, même pas du tout, c'est l'action de franchissement des frontières par laquelle des gens s'unissaient pour affirmer les mêmes exigences. Ça demeure. Mais le visage classique de l'internationalisme comme étant constitué par une association de plusieurs organisations nationales, ça me semble assez difficile de le maintenir. Voilà. Donc, pour dire les choses d'une façon assez directe, je crois que si cosmopolitique il doit y avoir, il peut y avoir, il doit y avoir, elle doit justement être capable d'inventer des réponses qui sont tout à fait inédites et à la hauteur de la situation qui est elle-même très inédite. Une question. Là-haut. J'ai lu, alors c'est une question ouverte et très très prudente. J'ai lu l'article d'un sociologue argentin qui affirme. Quel est l'arrière-fond de ma question? C'est essayer d'être le plus lucide possible, le plus précis possible sur les coordonnées de la situation. Où est-ce qu'il est la personne qui... Ah, ok. Milei n'est pas fasciste, Oui. qu'il est autoritaire, voilà, c'est un régime autoritaire mais non fasciste, parce qu'il n'y a pas de... disons que sa politique ne repose pas sur le racisme ou la xénophobie, ou l'ennemi intérieur. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Darnaud? Alors, d'abord, ça c'est une objection classique qui a été faite dès le début, en particulier en France, par un journal néolibéral qui disait « la gauche se trompe parce que le Monde caractérise Milei en disant qu'il est d'extrême droite, ça n'est pas vrai, la preuve c'est qu'il est contre Péronne et que Péronne était disciple de Mussolini ». Une manière de justifier comme ça par une sorte de pirouette. Bon. Mais plus sérieusement, alors il est vrai qu'il y a d'abord une première chose à régler, c'est le doute que l'on doit avoir concernant l'auto-désignation de Milei. Milei se désigne comme étant un libertaire, un libertarien, mais parfois un libertaire. Et souvent, les journaux argentins, enfin, je lis assez régulièrement Página 12 qui dit, à propos justement de Milei, à chaque fois, le libertarien ou le libertaire. Libertarien, ça pourrait à la limite aller, bien que ce soit assez unilatéral, mais libertaire, je pense aux mannes des républicains espagnols tombés en 1936, 37, etc. Et là, je m'insurge totalement. Ça n'a rien de libertaire, rien, strictement rien. Précisément parce qu'il utilise toute la puissance concentrée de l'État. Il s'est fait élire en disant « je suis un libertaire, je suis un libertarien, etc. » Mais ce qu'il fait aujourd'hui n'a strictement rien de libertaire. Peut-être pas mal de choses qui sont libertariennes, en effet, mais libertarienne, ça renvoie à une certaine doctrine. Ça renvoie à une doctrine, donc c'est une branche tout à fait particulière. Si on remonte aux origines du néolibéralisme, en l'occurrence, le libertarianisme, ça voit le jour uniquement au début des années 1940 aux États-Unis. Et vous avez le thème et l'étiquette fait son apparition à ce moment-là pour désigner des gens qui s'opposent aux libéraux. Et vous savez qu'aux États-Unis,
Quand on dit liberals, on pense à ceux qui sont partisans de la démocratie libérale et des droits. Donc, c'est-à-dire qu'on considère tout de suite qu'il y a là une désignation qui constitue précisément un obstacle parce que c'est celle de l'adversaire. Donc, la question qui est posée en 40, 41, 42, etc. aux États-Unis, c'est mais comment on va s'appeler puisqu'on ne peut pas s'appeler liberals et qu'au contraire on veut s'attaquer aux liberals. Eh bien, à ce moment-là, on va s'appeler libertariens. Voilà, c'est une invention qui a été forgée tout exprès par des Américains qui voulaient se démarquer de l'étiquette dont usait et abusait une certaine gauche démocrate. Voilà. Bon, ça, c'est une question de désignation. Ensuite, concernant la politique même de Milley, alors là, bon, effectivement, c'est pas une dictature. C'est pas une dictature. Il avait le projet. Il a utilisé, donc il a fait un peu ce qui a inspiré Trump, c'est-à-dire il a commencé par liquider 300 mesures sociales à travers ce qu'il appelle le DNU, qui est une sorte de décret, voilà, parce que c'est un décret pris par l'exécutif. Ça, il y a quelque chose par contre là de très important, l'utilisation, la surutilisation des décrets de l'exécutif, que Trump a repris à son compte. Et n'oubliez pas que comment ça s'appelle Milley, son élection à la présidentielle, c'est 2023. Donc ça veut dire qu'avant 2025, avant que Trump ne soit réélu, pour le deuxième mandat, vous avez une période pendant laquelle Milley a fait parler de lui, a inspiré beaucoup de gens, en disant quelqu'un, enfin, qui ose dire les choses de cette manière-là. Bon, et il faut aller encore plus loin, il faut considérer donc ce qu'il a fait. Et ce qu'il a fait, pour l'essentiel, ce sont des mesures qu'il a puisées dans la besace du néolibéralisme cette fois particulièrement agressif, mais il n'y avait pas de choses qui étaient vraiment libertariennes au sens spécifique du terme. Il y a beaucoup de proclamations libertariennes, mais la politique de Milley, sur le fond, est une politique qui est conservatrice, une politique qui est vraiment, on peut le dire, oui, en effet, autoritaire, mais autoritaire, ça ne veut pas dire grand-chose. Je me méfie de ce terme-là, parce que autoritaire, ça peut signifier, par exemple, un style dans la manière de gouverner. Autoritaire, ça peut dire, il y a une manière autoritaire de gouverner. Et puis, il y a l'autoritarisme politique, dont Arendt dit qu'elle n'est pas la même chose que la dictature, et qu'elle n'est pas la même chose que d'autres formes qu'on peut être amené, de formes de pouvoir qu'on peut être amené à envisager. Mais là, en l'occurrence, autoritaire, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que, bon, quand il a commencé à imposer un certain nombre de choses, Milley a dit, pour un an, j'introduis une subordination systématique du législatif et du judiciaire à l'exécutif. Il a pris un décret en ce sens. Seulement, la Constitution de l'Argentine ne lui permettait pas d'aller au-delà de 1 an. Donc, s'il avait voulu, à partir de là, effectuer un changement complet de régime, il aurait fallu qu'il aille plus loin, c'est-à-dire qu'il constitutionnalise ce qui n'avait eu de durée et d'effet exécutoire que pendant 1 an. Il ne l'a pas fait, tout simplement parce que c'est pas parce qu'il ne l'a pas voulu, c'est parce que les obstacles commençaient à s'accumuler à l'intérieur même des chambres, d'ailleurs, et de ce fait, au bout d'1 an, il n'a pas renouvelé, il n'a pas cherché à renouveler. Mais l'intention est néanmoins d'en finir avec l'obstacle que représente le régime fédératif, ou fédéral plutôt, de l'Argentine. Le régime d'Argentine, j'ai eu l'occasion de le dire au début, est un régime fédéral. Et ça, c'est pas pour plaire à Milley. À la limite, d'ailleurs, c'est pas tout à fait un hasard non plus, la première visite de Cast, le nouveau président chilien, qui alors lui est un pinochetiste décomplexé, pas du tout un libertarien, la première visite de Cast, le chilien, va être pour Milley. Signe qu'au-delà des divergences politiques entre les deux, il y a une certaine forme de communauté de vue, notamment sur les ennemis, notamment sur l'importance de ce qu'ils appellent l'un et l'autre la guerre des valeurs, puisque c'est comme ça qu'ils s'expriment. Et je crois qu'on a intérêt à faire très attention à ça. Donc ça n'est pas, effectivement, on ne peut pas dire c'est un régime fasciste, mais je ne parle pas du régime fasciste. Je ne parle pas du tout. Je parle d'un gouvernement, là en l'occurrence, et un gouvernement qui est dirigé en effet par quelqu'un qui mène une politique néofasciste. Ce qui est différent, il n'y a pas, bon, le jour où il arrivera
à imposer, le jour où il arrivera à imposer un changement de régime tel qu'il n'y ait plus justement cette autonomie des provinces et des gouvernements provinciaux, à ce moment-là, les choses auront complètement changé. On n'en est pas encore là. Je crois que la question portait sur la xénophobie comme invariant du fascisme. Or, Milei ne serait pas xénophobe. Alors, les Mapuches, il a tendance à les considérer comme justement des ennemis de l'intérieur. Et donc, à cet égard, on ne peut pas dire que... Bon, ouvertement, non, il ne tient pas un langage qui est raciste. Mais quand il parle des Mapuches et des peuples autochtones, mais spécialement des Mapuches, il dit que ce sont des peuples qui sont quand même... il ne dit pas sous-développés au sens où l'entendait Bolsonaro, mais c'est pas loin. Ce sont des gens qu'il faut justement éduquer au progrès, parce qu'ils ont tendance justement à vivre sur leur laurier, à considérer que tout ça est facultatif et que le développement extractiviste est à rejeter. Or, précisément, c'est là-dessus que la politique de Milei insiste. Donc, c'est pas effectivement, c'est pas du racisme ou de la xénophobie au sens où c'est un objectif qui est affiché, quelque chose qui relève d'un affichage politique, comme c'est le cas, par exemple, dans certaines formations politiques d'extrême droite, sous d'autres cieux. Mais néanmoins, bon... il l'encourage. Il ne le professe pas, mais il l'encourage, indubitablement. Alors, une question, c'est comment vous caractérisez le gouvernement actuel que l'on a en France. Par exemple, Frédéric Lordon, Yoann Chapoutot qui parle de dérive fascistoïde. Et donc, justement, comment vous le situez? Alors moi je ne parle pas de dérive fascistoïde, puis fascistoïde, c'est une notion qui me paraît un peu... Non, je connais très bien les écrits de Chapoutot, peut-être moins ceux de Lordon, mais ceux de Chapoutot, oui, je connais très bien. Non, ce qui m'intéresse chez Chapoutot, c'est l'idée, ça m'a fait penser à la façon dont s'est déroulée la réaction du gouvernement au moment de la mobilisation sur la réforme des retraites. Parce que vous avez eu là, vous avez remarqué que dans le bouquin de Chapoutot, il est question du rapport à la Constitution de Weimar. Il est dit justement qu'il y a une certaine utilisation par les Papen et Schleicher, les von Papen et Schleicher, qui étaient les gouvernants qui étaient à la tête de la République à ce moment-là. Il y a eu une utilisation, une surutilisation, et même, ça a été très très loin, des articles les plus autoritaires de la Constitution de Weimar. Et en particulier, il y a un article sur lequel, justement, il insiste, à juste titre, à mon avis, c'est l'article qui donne les pleins pouvoirs au président de la République en cas de situation exceptionnelle. Et Chapoutot le dit d'une façon tout à fait explicite, je ne me souviens plus exactement du nom, du chiffre de l'article, mais peu importe. Ce qui est important, c'est qu'ils mettent effectivement l'accent là-dessus, et c'est comme ça que précisément ils ont ouvert la voie à Hitler. Et donc ce que Chapoutot met en évidence, c'est le lien qui existe, assez direct, entre le durcissement autoritaire des gouvernements de la République de Weimar et l'accès au pouvoir de Hitler. C'est une manière de dire que ce durcissement autoritaire, à travers une certaine interprétation de la Constitution, a préparé la voie à Hitler. Voilà. Et ça me paraît une explication tout à fait, non seulement recevable, mais juste. Bon. Mais je ne parle pas de fascistoïde, là je parle simplement du rapport à la Constitution de Weimar et de l'interprétation de la Constitution de Weimar. Alors si je le dis, pour répondre à votre question sur Macron, pour ne pas le nommer, c'est que vous avez eu, en effet, de sa part, un raidissement autoritaire, c'est le mot qu'on puisse dire, à travers notamment le recours systématique à certains articles de la Constitution de la Ve République, et on s'en est rendu compte au moment de la réforme des retraites, puisque au moment du mouvement sur la réforme des retraites, vous avez eu une utilisation, tout le monde a dit « Ah, 49 ter ». Oui, 49 ter, certes, mais il y a eu au moins 2 autres articles qui ont été utilisés, notamment l'article qui prévoit un délai de 50 jours dans la navette entre le Sénat et l'Assemblée nationale. Et ça a été imposé
Bon, et puis il y a un troisième article qui a été utilisé, je ne me souviens plus exactement du numéro, du chiffre des articles dans la Constitution de la Ve République, mais il était question purement et simplement d'une impossibilité de déposer des amendements. C'est-à-dire qu'on coupait court au débat parlementaire, purement et simplement. Là aussi, c'est un autre article. Bon, il est extrêmement rare, De Gaulle n'avait jamais fait ça, par exemple, que les 3 articles soient utilisés en même temps. Alors, ce que Macron a fait, c'est qu'en effet, il a mobilisé les 3 articles en même temps, à l'occasion du débat, entre guillemets, sur la réforme des retraites. Débat, il n'y a pas eu, mais il y a eu une certaine façon pour le pouvoir de répondre à cela. Et c'est ça qui a fait comprendre d'ailleurs à certains que la répétition à intervalles fixes, un jour de la semaine, de grandes mobilisations était insuffisante pour venir à bout de ce gouvernement. C'est ce qui fait d'ailleurs que la réflexion se poursuit sur cette question-là. Vous avez eu Bloquons tout, et vous aurez probablement d'autres mouvements et qui prendront des formes peut-être encore plus radicales. Mais voilà, je ne dirais pas en tout cas fasciste. Mais la Ve République n'est pas, c'est une constitution ultra-autoritaire, pas une constitution fasciste, mais il n'en reste pas moins que vous avez un usage des articles de cette constitution les plus autoritaires qui a été fait systématiquement par Macron. Voilà. Plus fort. Oui, j'ai compris. Juste une question qui est à côté. Vous avez dit que cette organisation de certains peuples autochtones en Amérique du Sud était faite au travers de l'OIT. Qu'est-ce que l'OIT a là-dedans? Il se trouve que c'est l'OIT qui a pris l'initiative de cette convocation, de la réunion qui a abouti à la déclaration, la Convention 169. On dit la Convention 169 de l'OIT. Voilà, c'est pas, j'ai rien inventé. Mais vous avez en fait deux choses qui sont différentes, la Convention et puis d'autre part la Déclaration des peuples autochtones. Mais ça va dans le même sens, ça converge. Mais au moment où il y a eu des problèmes qui se sont trouvés posés avec la Nouvelle-Calédonie, etc., il y a des questions qui ont été posées aux représentants français, pas des peuples autochtones, mais aux représentants du gouvernement français. Et l'une des réponses invariables, c'était « la République française est une et indivisible ». Et ça, c'était vraiment l'affirmation de la structure de l'État unitaire dans toute sa splendeur, mais c'est l'État au sens fort, l'État-nation. Bon, voilà. Donc ça c'est tout à fait particulier, c'est lié à la situation française, et ça nous ramène à la Constitution de la Ve République par la même, puisque c'est assez difficile à concilier avec les exigences, pour moi, de la démocratie. Mais la première question, c'était quoi? Ah, ben, alors, voilà, alors ça c'est très important, parce que... Oui, mais écoutez, vous réfléchissez, essayez de vous mettre, c'est peut-être difficile, mais à la place de Trump ou à la place... non, à la place de Trump, c'est vraiment très difficile. C'est quasiment surhumain. Mais essayez, voilà, vous vous mettez dans la peau d'un dirigeant qui dit, voilà, j'ai fait plein de conneries pendant mon premier mandat, je me suis fait avoir parce que mes pouvoirs étaient limités pratiquement par... l'obstacle constituait la volonté des juges. Alors, vous voyez maintenant comment d'ailleurs il essaie de les mater. Bon, eh bien, je vais procéder différemment. Je ne vais pas passer par le législatif, en tout cas le moins possible, et je ne vais pas passer par le judiciaire, en tout cas le moins possible. Qu'est-ce qui me reste en tant qu'occupant la position suprême au sein du pouvoir exécutif? Les décrets. C'est pour ça que dès le début, vous vous souvenez peut-être, il y a eu un Muslim ban, donc un décret qui visait les musulmans. Bon. Un décret qui visait en tant que tel les musulmans. Bon. Mais l'arme des décrets a très tôt été perçue comme une arme fondamentale, parce qu'elle permettait de tout faire graviter autour du pouvoir exécutif, sans s'embarrasser.
de relations avec les autres pouvoirs, ou en tâchant en tout cas de les mettre le plus possible en marge, et de les inférioriser. Bon. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Ça prend des formes très différentes. Steve Bannon, un des conseillers du Trump première période, a dit au début du mandat du second Trump, mais nous, la Constitution, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. On n'a même pas besoin de l'abroger. C'est très intéressant parce que la forme actuelle du fascisme, c'est une forme qui n'a pas besoin de passer directement par l'abrogation formelle de la Constitution qui existe. Parce que regardez, ce que tout le monde a dit, et je dois dire que j'ai été moi-même très surpris à ce moment-là, tout le monde a dit, mais regardez ce que constitue la démocratie américaine avec sa constitution remarquable, l'équilibre des pouvoirs, etc. Bon. Mais qu'est-ce qu'a fait Trump? Il n'a pas du tout aboli la constitution américaine. Pas du tout. Mais en revanche, il a tout de suite privilégié les décisions du pouvoir exécutif. Il a demandé ensuite à sa majorité dans le Congrès de relayer les décrets qu'il était le premier à prendre, et le seul d'ailleurs à prendre, puisque c'est le seul habilité à prendre des décrets. Et puis il a entraîné tout le monde. Il a entraîné tout le monde de cette manière-là. C'est complètement antidémocratique. C'est complètement antidémocratique, oui, pas formellement anticonstitutionnel. Et c'est là qu'on a eu à cet égard une grosse illusion à propos de la démocratie américaine. J'étais pas loin de partager un peu cette illusion au début en me disant qu'il va y avoir beaucoup d'obstacles juridiques, constitutionnels. Ben, vous voyez comment il s'en débrouille. Il les met de côté. Mais parce que rien n'interdit dans la Constitution américaine à celui qui détient le pouvoir exécutif de multiplier les décrets tant qu'il veut. Il n'y a rien, il n'y a pas une seule ligne disant, attention, au-delà d'un certain nombre de décrets, vous devez passer par le... Pas du tout. Parce que c'est ça, le checks and balances, c'est un peu compliqué, mais c'est justement ça. C'est l'idée qu'il y a un rapport entre les différents pouvoirs et que le pouvoir exécutif va être freiné. Oui, mais si le pouvoir exécutif n'est pas freiné, ben, il se passe précisément ce qui se passe aujourd'hui. Oui, mais c'est un pouvoir de papier. Je veux dire, un décret, c'est un écrit. Donc Oui. on peut très bien faire un contre-écrit, c'est ça que j'aime pas. Non, parce que pour faire un contre-écrit, il faut que vous soyez un autre président de la République. Ah, Le décret est... De décret, non. Le décret est l'exclusivité du pouvoir exécutif. Et il n'y a pas une manière Ben, en tout cas, il faudrait à ce moment-là que la résistance au décret de Trump aille au-delà de la simple référence à la lettre de la Constitution américaine. Et pour l'instant, il n'y a pas un démocrate qui s'aventure sur ce terrain. Il y a une autre grande différence entre les néofascismes actuels et les fascismes traditionnels de l'entre-deux-guerres, c'est qu'ils arrivent au pouvoir par les urnes illégalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont un soutien populaire important. Et ça pose une question redoutable, qui est bien posée dans ton livre. Est-ce que tu peux développer un peu? Oui, alors d'abord, attention à ce qu'on appelle... Bon, soutien électoral, majorité électorale, etc. Oui, mais comme ça a été suggéré, plus que susurré, puisque j'ai bien entendu, Hitler, oui, d'un certain point de vue, lorsqu'il a été nommé chancelier, il a été nommé à partir de la majorité obtenue par son parti dans des élections. Mais ce n'est pas à ces élections-là qu'il doit sa nomination, hein, parce que Hindenburg était un chancelier, un président assez particulier. Bon, donc il avait une oreille bienveillante à son égard. Mais il n'empêche que, oui, il y a en effet des différences absolument indubitables par rapport à la période des années 30, c'est absolument vrai. Mais je ne suis pas sûr que... Bon, il y a des choses qui se passent, qui sont en train de se passer, qui se passent progressivement, pas du tout par des coups d'État. Mais même si Cast est un admirateur de Pinochet, je doute fort qu'il réédite l'opération de 73, c'est-à-dire le coup d'État qui a renversé Allende, parce que l'époque n'est plus du tout la même. Et je suis absolument sûr, au contraire, que ça va être une manière, c'est plutôt un processus visant à étouffer, à vider de sa substance la démocratie. C'est plutôt ça que je vois. Bon, je prends un exemple que j'ai pris tout à l'heure avec des amis et collègues qui parlaient beaucoup de l'Italie.
Vous avez Meloni. Elle est ce qu'elle est. Elle revendique d'ailleurs ouvertement le fait qu'elle ait appartenu à un mouvement fasciste étant jeune, mais après tout, bon, ça c'est... Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'elle se comporte, elle agit aujourd'hui, d'une manière qui témoigne d'ailleurs d'une certaine forme d'intelligence politique, parce qu'elle n'est pas du tout, elle ne tient pas le même discours, ce n'est pas le même registre que celui de Salvini. Salvini, donc, qui compose l'autre partie du gouvernement, c'est un parti, c'est un parti qui est fasciste, mais d'une manière un petit peu différente. Salvini, c'est quelqu'un qui veut reconfigurer l'État italien à partir d'une structure fédérative où il y ait 3 grandes régions. Il a dit, il faut toujours se souvenir que c'est la Padanie, lui. Lui, c'est la Lombardie, c'est la... Bon. Et donc, il tient à ça, c'est son identité, c'est comme ça qu'il a constitué son parti. Meloni, pas du tout. Meloni est une partisane de l'État unitaire et centralisé. Meloni est absolument pas du tout partisane de ces 3 régions. Elle a dû composer pour faire une alliance avec Salvini, mais ce n'est pas du tout son objectif. Mais que fait-elle? Elle est en train, petit à petit, d'avancer ses pions, notamment concernant la structure de l'État italien tel qu'il découle de la Constitution de 1948. Or, la Constitution de 1948 prévoit une chose, c'était dans un esprit qui était tout à fait louable, c'était d'empêcher le retour du fascisme moussolinien, et donc on a accordé au président de la République un pouvoir, qui est un pouvoir très important. C'est pas du tout la Ve République, mais alors pas du tout. C'est né vraiment d'une volonté d'empêcher le retour du fascisme, et c'est quelque chose qui a impliqué de donner un pouvoir supérieur au président de la République relativement à celui qui était accordé au Premier ministre ou à la Première ministre. Je dis la Première ministre parce qu'aujourd'hui c'est la Première ministre. Et ce qui est intéressant, c'est que le projet de Meloni, depuis déjà 1 an et demi, c'est de modifier la Constitution italienne de 1948 pour faire en sorte que le Premier ministre soit élu au suffrage universel. Ce qui n'est pas le cas du président de la République. Donc, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, vous auriez une légitimité supérieure qui serait accordée au Premier ministre par rapport au président de la République. Ce qui est une manière donc de transformer la Constitution de 1948 dans un sens autoritaire. Vous voyez, c'est des choses qui se passent comme ça, doucement, personne n'en parle, etc. Et elle fait ça d'une façon assez habile, parce qu'elle est capable de jouer comme ça sur différents tableaux. Bon, il n'empêche que devant Trump, elle dit oui, vous avez tout à fait raison, la guerre dans laquelle nous sommes est une guerre civilisationnelle. Elle reprend ça. Elle n'hésite absolument pas à reprendre l'expression à son compte. Bon, mais elle a sa manière à elle de la mener et ses moyens à elle. Et donc il y a un côté, on va y aller doucement. On commence là, par exemple, il y a toute une série de centres sociaux alternatifs. En Italie, les centres sociaux, c'est difficile pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'Italie contemporaine, mais depuis la fin des années 70, c'est quelque chose de très important, les centres sociaux. Et là, elle a fait fermer successivement 2 centres sociaux très importants, mais toujours avec la même méthode, la descente des flics au petit matin, et les gens sont expulsés, et puis c'est fini. Voilà. Et il n'y a rien, il n'y a rien d'autre. Et ça, c'est quelque chose qui témoigne de sa volonté. Ce n'est pas simplement la Constitution, mais aussi, en bas, la façon dont la société est capable de s'organiser pour opposer de la résistance. Donc vous voyez, ça se prend, c'est pas les différents bouts, les différents aspects que c'est amené à se combiner. Et donc il faut vraiment faire très attention à ce qui se passe en Italie. Il y a eu énormément de manifestations sur Gaza, et souvent les manifestants ont réinvesti, grâce à Gaza, la scène politique intérieure italienne, alors que depuis 2 ans, ils n'avaient plus la possibilité d'exprimer un pouvoir d'agir collectif. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà, mais donc les choses vont se passer sans doute avec des accélérations, des offensives assez subites, mais c'est pas le blitzkrieg, c'est pas on va mettre à bas la Constitution, on va changer de Constitution, c'est pas du tout la forme que ça prend. C'est plutôt on modifie la Constitution dans un sens autoritaire pour changer l'État et la société dans un sens autoritaire. Sur le plan international, vous avez parlé de
Bon. C'est difficile de répondre à une telle question, mais je ne suis pas... Bon, je ne vais pas reprendre la formule de Gramsci, optimisme de la volonté, pessimisme de l'intelligence, etc. Mais je crois qu'il faut réfléchir peut-être d'une manière assez différente, parce que optimisme, non, je ne peux pas vous répondre, si je suis, et je suis sincère, je ne peux pas vous répondre oui. Non, je ne peux pas me dire aujourd'hui optimiste. En revanche, je peux considérer en effet que les choses ne sont pas jouées, et les choses ne sont pas jouées. C'est-à-dire qu'il y a encore, dans beaucoup de pays, et en fonction des traditions nationales, des traditions sociales, il y a beaucoup, justement, d'espaces de résistance. Et ce sont ces espaces-là qu'il faut travailler à fortifier, à coordonner surtout. Parce que la grosse difficulté aussi, c'est ça. C'est que vous avez des initiatives extrêmement diverses, qui sont souvent, pas uniquement d'ailleurs locales, parfois elles vont au-delà, mais qui demandent à être renforcées. Je sais pas, je prends un exemple comme ça, mais ça n'a rien à voir avec l'Europe. C'est qu'en 2000, les Indiens d'Amérique, pas l'Amérique latine, d'Amérique, donc y compris les Sioux du Dakota, se sont donné une organisation qui s'appelle Abya Yala, qui signifie, dans la langue d'une certaine peuplade de la Colombie, terre vivante. Et c'est le nom qu'ils ont donné à leur coordination. Et là, depuis ce moment-là, vous avez tous les ans, un rassemblement, une coordination des délégués de cet espace, et je pense que c'est un moyen très important parce que c'est un espace dans lequel ils réfléchissent, quelle que soit la situation dans laquelle ils sont, à la coordination, à la réponse coordonnée à l'offensive du néolibéralisme. Et c'était constitué exprès dans ce but-là. Donc ça m'apparaît comme un exemple intéressant parce que ça montre qu'il y a de l'optimisme peut-être, enfin, je ne parle pas de ma disposition à moi, mais il y a une possibilité en tout cas de reprendre, il faut travailler à créer les conditions d'une offensive, d'une contre-offensive. Pas simplement d'une résistance, mais d'une contre-offensive. Et il faut savoir à cet égard que la situation qui est celle d'un Trump, par exemple, est une situation qui, encore une fois, est assez fragile. Derrière l'illusion de toute puissance qu'il donne, il y a vraiment une situation qui est assez fragile, et il a commencé à annoncer que peut-être pour les midterms, il fallait s'attendre à un recul électoral de sa part, parce que les Américains n'étaient pas capables d'apprécier ce qu'il avait fait à sa juste mesure, et que par conséquent, il était un peu normal de s'attendre à ce retour de bâton. Voilà. Mais c'est une manière aussi de dire ça, c'est pas innocent. Je sais bien qu'il est capable de dire une chose et son contraire d'un jour à l'autre, mais c'est quand même pas innocent de dire ça à l'approche des midterms. Et je pense que c'est quelque chose qui doit nous inspirer plutôt une forme justement de foi je ne dis pas d'espérance, j'aime pas le terme, mais d'espoir. C'est pas l'optimisme, c'est pas le pessimisme, mais c'est plutôt l'espoir, les conditions de l'espoir politique et au-delà de l'espoir tout court.